Eh ben, bonjour à tous et à toutes. Merci, bienvenue dans ces matinales de saison 4, en fait, la deuxième matinale de l'année. Ce matin et cette petite heure que nous allons passer ensemble, nous allons passer avec Arnaud de Courcelles. Arnaud, bonjour. Bonjour. Bonjour Muriel, bonjour à tous. Arnaud, vous êtes directeur général de BFM Business. Donc voilà, on va être vraiment orienté sur les médias, l'information, comment est-ce qu'on est patron d'une entreprise où on doit manager des journalistes, manager l'information, des sujets sensibles. J'ai choisi ce sujet-là parce que justement, c'est un sujet vraiment d'actualité. On parle beaucoup du 5e pouvoir d'influence qu'a les médias. Hein. Donc, médias, influence égale leadership. C'est quoi les leaderships qu'on peut exercer, notamment le leadership dans l'information financière et économique, qui sont des sujets extrêmement sensibles. Parce qu'aujourd'hui, on est, et vous n'êtes pas sans le savoir, dans une guerre hybride de désinformation. Donc, comment est-ce que justement on vérifie en tant que responsabilité médiatique toute cette information, éviter la désinformation, en fait, qui est sur ces sujets-là. Et puis parce que ça va aussi avec des sujets éthiques. Comment est-ce qu'on filtre l'information? Est-ce qu'on la filtre pas? Voilà, comment est-ce qu'on influence? Est-ce qu'on est influencé aussi dans cette information-là? Et comment on garde son éthique de journaliste, en fait, pour pouvoir être plutôt à la recherche de la vérité. Donc, voilà les sujets qu'on va aborder dans les questions qu'on va poser à Arnaud de Courcelles. Donc, comme je le fais chaque fois, Arnaud, avant de vous laisser la parole, donc d'abord, merci, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité, parce que je sais qu'il y a des gens qui nous suivent depuis 2 ans et qui suivent chaque mois ces matinales ou qui nous voient en replay. Donc, merci à vous tous pour votre fidélité. Merci pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vais faire avant de vous laisser la parole, Arnaud, de votre témoignage. Je vais simplement me présenter et présenter notre écosystème et surtout l'actualité de la Fabrique des leaders éclairés, puisque c'est la Fabrique qui dans cet écosystème, anime ces matinales. Donc, pour ça, je vais vous partager un document. Donc, rapidement, donc moi, je suis Muriel Montagnier. Donc, j'ai fondé mon cabinet qui s'appelle HMR Consulting il y a 13 ans, avec la volonté, et c'est vraiment une motivation et un moteur toujours actuel, d'accompagner tout ce qui est transformation à fort enjeu humain. Donc, ce qu'on appelle transformation à fort enjeu humain, ce sont des transformations culturelles, managériales, l'excellence opérationnelle. Donc, à chaque fois que l'humain est moteur, et c'est souvent le cas, eh bien, on accompagne ces transformations pour que ça se passe bien. Donc, voilà, et pour exercer, pour pouvoir avoir pouvoir accompagner la mise en œuvre des stratégies, eh bien, on va s'appuyer sur 3 pôles. Un pôle conseil en organisation management avec des consultants, un pôle formation, on est certifié Calliope, organisme de formation, et puis un peu le coaching. Donc voilà, ce sont les 3 pôles d'expertise qui nous permettent, nous, de pouvoir répondre aux enjeux de nos clients et les accompagner dans la mise en œuvre de leur stratégie pour qu'elles deviennent opérantes et efficientes. C'est quand même un de nos objectifs prioritaires. En 2019, j'ai fondé la Fabrique des leaders éclairés avec comme ambition d'avoir cet écosystème avec. L'ambition, c'était quoi? C'était de me dire, voilà, on est en train de changer de paradigme. Alors, si vous vous souvenez, c'était avant le Covid, donc il faut se rappeler que le Covid a quand même changé pas mal de choses. Mais c'était de se dire, voilà, vu que le leadership d'hier n'est plus efficient pour régler et pour accompagner les enjeux qui sont aujourd'hui d'actualité, et puis ce monde, comme on dit, en permacrise, en fait, comment est-ce qu'on accompagne les dirigeants d'entreprise pour qu'ils puissent à la fois, eux, faire grandir leur leadership, faire grandir le leadership de leurs équipes, et puis changer leur paradigme pour que justement l'entreprise puisse répondre à tous les enjeux que vous connaissez, qui sont des enjeux des RSE, des enjeux géopolitiques, et tous les enjeux et toutes les crises qu'on peut avoir et qu'on aura encore certainement. Donc, dans cet écosystème, 3 piliers. Un pilier d'abord pour faire grandir au travers des parcours des leaders éclairés, en fait, qu'on met en œuvre dans les entreprises, avec des pédagogies complètement innovantes et justement qui sont adaptées et qui essayent d'adapter le leadership aux enjeux actuels. Un deuxième pilier, c'est s'entraider. Je voulais vraiment que les dirigeants d'entreprise se sentent moins seuls et puissent échanger pour trouver des solutions en intelligence collective, faire du coaching de pairs, entre pairs, et on a créé le Club des leaders éclairés. Donc aujourd'hui, des clubs en France ETI, demain, des clubs avec une dimension internationale. Et là, je vous invite, si vous êtes une société, si vous êtes un D-level exécutive, d'une entreprise de plus de 7000 salariés, à assister à notre workshop le 28 mars prochain, entre midi et 2, où justement le sujet, ce sera comment est-ce qu'on gère l'incertitude avec un expert qui interviendra sur ce sujet, Louis Bernard.
et donc des réflexions que vous pourrez mener entre pairs de pays différents, et donc avec cette dimension multiculturelle qui me semble aussi importante pour pouvoir justement rester connecté à tout ce qui peut se passer dans le monde, et trouver des solutions très opérationnelles. Et puis le dernier pilier, qui est le pilier qu'on vit et que vous allez vivre pendant cette petite heure avec nous, c'est le pilier éclairé, c'est-à-dire vraiment comment est-ce qu'on peut… chaque mois, j'interviewe des dirigeants comme Arnaud aujourd'hui, qui se prêtent à l'exercice et qui vont nous expliquer un peu comment est-ce qu'ils ont transformé le leadership, c'est quoi les enjeux de leur entreprise, et pour vous donner quelques clés aussi que vous pouvez emporter dans votre entreprise et les mettre en œuvre. Donc voilà, donc ça c'était cette inspiration-là. Et juste pour vous expliquer, vous pouvez vous inscrire dès à présent. J'essaye d'alterner aussi homme-femme, homme-femme, pour regarder cette parité-là qui est importante pour moi. Et donc du coup, nous allons recevoir le mois prochain Catherine Guyard, qui est l'ancienne PDG de la RATP. Donc voilà, qui viendra nous expliquer comment est-ce qu'on peut transformer une grosse institution comme ça, en fait, une grosse entreprise publique, avec toutes les pressions qu'il peut y avoir, notamment les pressions médiatiques, parce que je sais qu'elle m'en a parlé. Donc voilà, j'en profite juste avant de présenter Arnaud pour remercier tous les partenaires qui nous suivent depuis le début, en fait, de cette aventure. Qui sont le réseau féminin et masculin interne du groupe Bayer, FI+, le méta-réseau des financiers d'entreprise, Femmes Ingénieurs, qui a renouvelé effectivement son partenariat aussi cette année, PWN, un réseau international destiné à faire bouger les lignes de l'égalité homme-femme, et puis Lyon Décideur, qui plus localement, qui nous accompagne aussi qui sont des partenaires de diffusion de cette matinale. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de l'actualité. Je crois que vous avez des boutons d'interaction. Vous pouvez soit nous contacter, soit vous inscrire dans les prochaines matinales, soit justement vous inscrire pour la séance de découverte du club, ou la prochaine sur celle des ETI aussi. N'hésitez pas à aller sur notre site www.lafabriquedle.fr. Voilà, c'en est terminé pour cette parenthèse-là, mais pour vous expliquer le contexte. Je vous renouvelle les choses. Moi, j'aime beaucoup que cette matinale soit interactive. Et pour qu'elle soit interactive, eh bien, c'est important que vous puissiez poser dans le chat vos questions à Arnaud au fil de l'eau. Voilà, je me fais soit il regarde en direct et il prendra les questions et il répondra, soit effectivement, je lui diffuserai les questions que vous aurez posées dans le chat. Voilà, si vous êtes prêts pour démarrer, je vais vous présenter Arnaud. Et Arnaud, vous m'arrêtez si je me trompe dans la présentation. Donc, Arnaud, vous êtes diplômé de l'École supérieure de journalisme de Paris en 2004 et vous avez travaillé votre début de carrière de 2003 à 2008 chez Altis Média et Canal+. Avant de rejoindre la chaîne L'Équipe, vous avez été directeur de rédaction de Canal+. De 2016 à 2018, vous avez dirigé la chaîne L'Équipe. Donc, en 2019, vous êtes devenu directeur du pôle média de l'institution des courses hippiques. Donc, toujours dans le domaine sportif, hein, vous avez un passé journaliste assez sportif. Et la production d'images de courses et d'autres entités. Et puis, depuis 2021, c'est ce que je vous disais, vous avez mal tourné, Arnaud, en fait. Vous êtes passé de journaliste à chef d'entreprise, c'est quoi ça? Et maintenant, vous êtes directeur général de BFM Business. Donc, racontez-nous d'abord la première chose, c'est comment est-ce qu'on passe de journaliste à dirigeant d'entreprise? On se lève un matin et puis on se dit, c'est bon, j'ai une âme de dirigeant, ou est-ce que c'était plus profond ça? Qu'est-ce qui a fait que vous avez fait ce saut-là, en fait? Ça se construit, c'est aussi des rencontres. Bon, juste en tout cas, bonjour à tous. Bonjour Muriel, merci de me donner l'opportunité de m'exprimer devant vous. Je suis très, très content et très fier de vous parler ce matin. Je passe après de grands noms. Comme j'expliquais à Muriel ce matin, j'ai regardé quelques-unes de matinales et notamment de personnalités assez enivrantes comme Karine Chesel des Trois Suisses qui a réussi plein de choses. Donc, très, très fier de passer après ces personnalités-là. Donc non, moi, pour le coup, mon parcours, j'ai eu la chance, et je pense que c'est vraiment un résumé, c'est que j'ai eu la chance de faire des magnifiques rencontres, des rencontres de gens qui m'ont fait confiance. Et c'est assez basique de dire ça fait un peu bateau, ça fait un peu un petit roman. Mais la réalité, c'est que franchement, tout au long de ma carrière, du début jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont fait grandir. Et parce que clairement, c'était pas du tout écrit et prévu
mon parcours soit ainsi. J'ai suivi des gens, j'ai suivi des personnalités qui m'ont fait confiance à chaque fois dans des moments de ma carrière. Et dernière en date, c'est Arthur Dreyfus et Patrick Drahi, mais Arthur Dreyfus que j'ai rencontré et qui m'a proposé de basculer sur BFM Business alors que je venais plutôt du monde sportif, plutôt du monde vraiment audiovisuel lourd, et basculer sur l'univers économique, financier, radio, télé, digital et la commercialisation d'un univers du premier média économique et financier qui est BFM Business. Donc franchement, sur le papier, je partais de très loin et il m'a fait confiance, ils m'ont fait confiance et 2 ans après, je suis toujours là. Donc, ils ont eu raison. Je ne sais pas, en tout cas, je suis toujours là. Alors, comme on a l'habitude, je vais vous poser 3 questions. Bon, je vais vous poser la première question. C'est quel rôle de leadership les médias économiques comme BFM Business, on va y arriver, devraient-ils jouer pour fournir une information équilibrée sur la complexité du monde économique actuel? Je pense que ce qui est très important pour BFM Business, c'est sa position très spécifique de média très identifié. On est le premier média économique et financier et ça fait plus de 2 ans, c'est-à-dire en audience et via des études qu'on fait. Chaque année, on fait une étude auprès de Kantar pour vraiment vérifier ou Harris Interactive auprès de Kantar, on fait des études et des sondages pour vérifier notre positionnement et on est le premier média économique et financier. Donc, quand on est le premier média économique et financier, évidemment, c'est très fort, c'est très intéressant en termes de communication, mais ça nous engage. Et quand je dis ça nous engage, donc ça nous impose un travail non pas différent d'autres médias, mais quand on est sur une niche comme la nôtre, sur l'univers média économique et financier, on doit être les meilleurs, on doit avoir les meilleurs journalistes. Donc ça, c'est vraiment un premier point, c'est que déjà, on a dans la rédaction de BFM Business les meilleurs experts dans leur domaine, de l'univers financier, immobilier, tech, boursier, économique, macro au sens large, crypto même. Enfin voilà, on a les meilleurs sont chez nous. Quand on regarde un petit peu ce qui se fait dans la concurrence, clairement, on a les meilleurs chez nous. Donc ça, c'est un premier point vraiment très clair, c'est d'avoir les meilleurs experts afin de donner, d'offrir une information inattaquable, c'est-à-dire vérifiée, fiable, sourcée. Et donc là-dessus, on coche déjà les cases, on va dire, assez classiques du journalisme quand je le dis comme ça, mais en fait totalement indispensable quand on est BFM Business et que on est attendu et attendu sur des domaines très spécifiques, très experts où on ne peut pas se permettre d'être approximatif. Et après, l'autre point, c'est que ça nous impose aussi une analyse approfondie et impartiale. Je pense que là-dessus, voilà, il faut faut que la rédaction puisse travailler de manière totalement indépendante. Ça me permet de mettre en avant ce point-là. Vous en parliez en introduction, Muriel, où ce fameux 5e pouvoir des médias, où aujourd'hui on voit bien une concentration des médias, et ça a été un sujet il y a quelques mois, même une commission du Sénat qui a travaillé sur la concentration des médias, sur on va dire, on les appelait les milliardaires, les personnalités fortes. Aujourd'hui, BFM Business appartient au groupe Altis Media, qui appartient à Patrick Drahi. Et clairement, je peux présenter, affirmer que les journalistes travaillent dans une indépendance complète et totale. C'est ce qui est très souvent mis en valeur par la rédaction de BFM Business, de pouvoir travailler en toute indépendance, en toute tranquillité, de pouvoir parler de tous les sujets sur BFM Business et sur les autres antennes du groupe Altis Media, évidemment, mais en tout cas sur BFM Business, de pouvoir parler de tous les sujets et même des sujets qui concernent l'actionnaire en tant que tel du groupe SFR notamment, ou d'autres sujets. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une force qui garantit une information vérifiée, une information sourcée et vérifiée, et qui permet à la rédaction de travailler sereinement, et elle nous en gratifie très régulièrement lors de diverses réunions sur ce point-là. Donc voilà, et dernier point, c'est de proposer une information
généraliste dans l'univers économique. Je pense que ça, c'est aussi important de pouvoir montrer que dans l'univers de BFM Business, on traite tout l'univers économique et financier au sens très large. On ne se limite pas à un seul point, un seul sujet qu'on pourrait mieux maîtriser que les autres. On va vraiment sur tous les sujets, à tel point qu'on a travaillé aussi l'antenne de BFM Business depuis plusieurs mois, plusieurs années. On l'a travaillé par communauté, afin d'aller chercher les communautés, de travailler les communautés, les spécificités des sujets par communauté. Donc, on a créé des verticales. C'est pour ça qu'on est allé, on a l'horizontale BFM Business et après, on a travaillé par verticale. L'univers IMO avec la création de BFM IMO, l'univers Tech avec la création de Tech & Co, l'univers Crypto avec la création de BFM Crypto. Et là, prochainement, on se lance dans l'IA ou le patrimoine avec BFM IA et BFM Patrimoine. Pourquoi? C'est que ça nous engage d'une certaine manière et en plus, ça nous permet d'aller parler directement aux communautés et de montrer notre expertise à des communautés très spécifiques. Les gens de la communauté du patrimoine ne sont pas les spécialistes et les passionnés de la tech. Les gens de la tech ne sont pas passionnés par la crypto et ainsi de suite. Eh bien, nous, on a des expertises à faire valoir dans tous ces domaines-là et donc, on va travailler par ces communautés-là et c'est comme ça que l'on crée cette crédibilité, que l'on renforce notre positionnement, que l'on renforce la marque BFM Business et que on montre que nous sommes solides, inattaquables, avec les meilleurs experts, avec une information fiable. Voilà, je pense que ça, c'est sur votre première question, c'est vraiment, Muriel, c'est vraiment ces éléments-là qu'on essaye de mettre en place. Dernier point qui est aussi un élément important, c'est travailler ces communautés. Donc vraiment, on les travaille par verticale. Et après, ayant créé cette rigueur, ayant créé cette notoriété dans le milieu économique et financier, ça nous permet de monter des partenariats très solides et très solides avec des marqueurs, avec des entités publiques ou privées qui permet toujours d'installer encore plus la marque BFM Business. Exemple, il y a la REF du MEDEF tous les ans au mois d'août à Longchamp. Nous sommes le partenaire numéro 1 de la REF du MEDEF. Et donc, nous travaillons là-dessus. Nous sommes BFM Business et le partenaire média numéro 1 de la REF du MEDEF pendant les 2 jours de la REF. Nous avons un plateau sur place. Nous sommes le partenaire média du MEDEF. Même chose sur Vivatech. Par exemple, fin mai, il y a Vivatech, organisé par Maurice Lévy et ses équipes. Nous sommes le partenaire média numéro 1 de Vivatech. Nous revenons du CES de Las Vegas. Nous étions le média français partenaire du CES de Las Vegas il y a quelques semaines. C'est par ces partenariats-là également que l'on renforce, déjà qui prouve notre positionnement et notre crédibilité auprès du marché et auprès de nos auditeurs, téléspectateurs et internautes. Ça nous crédibilise évidemment quand on dit on est le partenaire du CES de Las Vegas, on est le partenaire du MEDEF, on est le partenaire de Vivatech. Ça nous positionne et ça nous renforce également dans l'univers B2B auprès des autres de l'univers. Et donc, c'est tout ça qui, mis bout à bout, permet aujourd'hui de dire que nous sommes le premier média économique et financier, permet d'augmenter notre audience. Aujourd'hui, tous les mois, il y a plus de 7 millions de Français qui consomment via les réseaux sociaux, via le digital, via la radio, via la télévision, qui consomment du BFM Business. Plus de 7 millions de Français. Voilà, sur l'univers vraiment spécifique de l'économie et de la finance, ça nous engage, c'est un vrai chiffre très important et on voit bien que cette notoriété se renforce et qu'on est aujourd'hui parfaitement installé. D'accord, donc j'ai noté effectivement l'expertise. C'est ça, en fait, qui est donc avoir les numéros 1, en fait, s'entourer des meilleurs, en fait, donc pilotage des expertises. Le deuxième point, c'est effectivement pour améliorer cette expertise, vous avez créé des créneaux, enfin des communautés, ce que vous appelez en fait des verticales, dans lequel vous allez retravailler cette expertise avec justement des gens qui sont encore plus experts et ce sont des niches, en fait, ce que vous avez développé, c'est ça. Et puis des partenariats qui vous permettent aussi de pouvoir voilà, les choix des partenariats que vous mettez en œuvre, vous parliez de la REF, etc., qui vont aussi, vous êtes au plus près des clients et au plus près de l'économie, en fait, c'est ça aussi, sur le terrain. Donc, voilà.
Donc ça, c'est ce qu'il en est. Et puis, comme vous disiez tout à l'heure, et ça, vous en êtes garant aujourd'hui quand vous dites, et c'est ça en fait, les difficultés d'une entreprise, c'est toujours être partagé entre les besoins de ses clients et les besoins de ses actionnaires en fait. Et quand on est à la direction générale, et bien on est ça. Et quand on est un actionnaire qui effectivement, comme vous le disiez, c'est aussi comment est-ce que vous êtes garant? Est-ce que c'est non négociable? Est-ce que c'est un principe non négociable, justement, de pouvoir avoir cette liberté d'expression vis-à-vis de vos actionnaires, vis-à-vis de vos clients? Parce que dans le modèle économique, vous avez parlé des partenariats, mais vous avez aussi dans notre modèle économique des clients, enfin, un financement par la communication, par la publicité, etc. Comment on fait pour pouvoir voilà, c'est quoi les principes et c'est quoi les règles qu'on se donne, éthiques et déontologiques, pour pouvoir justement pas être sous la pression soit d'un actionnaire qui voudrait vous imposer une ligne éditoriale précise, ou vous dire, bah, écoutez, non, là, vous touchez pas au compte de ça parce que ça se dit pas, donc on va pas le dire, ou de tel ou tel, voilà. Comment est-ce qu'on fait pour, et pareil vis-à-vis des clients, comment est-ce qu'on fait pour garder son intégrité, et quels sont les principes qu'on se donne en fait? Est-ce qu'il y a des principes immuables et est-ce que vous êtes garant de ces principes, Arnaud? Merci Muriel pour la question. Bah, en tout cas, avec l'actionnaire, vous parliez de pression et tout ça. Il y a zéro pression parce qu'en fait, il n'y a jamais d'interventionnisme. Jamais. Mais vraiment, strictement jamais. C'est pas, voilà, il n'y a même pas de sujet. Arthur Dreyfus, c'est le PDG, mais et Patrick Drahi est l'actionnaire évidemment du groupe. Donc il n'y a pas de sujet sur ce point-là. La rédaction travaille en toute indépendance et moi je n'ai pas de sujet de pression de qui que ce soit, de quoi que ce soit, jamais, absolument pas. Et donc comment est-ce que ça se garantit? Bon bah voilà, déjà il y a zéro pression qui vient d'en haut, donc c'est quand même déjà beaucoup plus facile. Et après la rédaction travaille, il y a une direction de la rédaction menée par des journalistes qui travaillent en toute indépendance, en toute tranquillité. Moi, j'échange avec la direction de la rédaction parce que je suis le directeur général et donc je suis garant d'animer, de faire vivre les antennes de BFM Business sur le digital, en radio et en télévision. Et donc, je coordonne ça, mais je n'interviens pas dans les papiers des journalistes, dans les journaux de BFM Business sur ce point-là. Après, donc les journalistes travaillent, on va dire, en toute indépendance là-dessus. Et donc, vis-à-vis de la partie commerciale, évidemment, notre modèle est très simple. Hein, évidemment, on passe des partenariats commerciaux, soit c'est de la publicité en classique, bon, bah, voilà, tous les quarts d'heure, il y a de la pub, et donc il y a de la pub sur BFM Business, en radio, en télévision, ou alors on passe des partenariats commerciaux, c'est-à-dire on fait des opérations spéciales avec des partenaires. C'est très simple, c'est qu'en fait, nos partenaires commerciaux viennent chercher cette crédibilité. Ils viennent. Pourquoi est-ce qu'ils sont intéressés par BFM Business versus nos concurrents? C'est parce qu'en fait, ils savent très bien qu'on a un contenu inattaquable, sérieux, travaillé. Encore une fois, d'experts, pardon pour la redite, mais avec des experts. Et donc, ils viennent chercher cette crédibilité-là. Ils viennent chercher aussi cette forme d'indépendance où les journalistes vont tout dire. Et ça, c'est très important. Donc, ça nous permet aujourd'hui d'avoir un modèle hybride, mais très sain et très serein, où les journalistes font leur métier au quotidien sur BFM Business. Et en parallèle de ça, il y a une régie commerciale qui travaille pour vendre BFM Business sur des opérations plus spécifiques. Et les choses se passent très bien. On pourra rentrer dans les détails si vous le souhaitez du modèle BFM Business sur la commercialisation, mais aujourd'hui, le modèle est très bon. Aujourd'hui, on a des émissions sponsorisées en amont, en aval, on a des émissions partenaires, on a la publicité en classique, on a tous les modèles, on va dire, assez classiques des médias. Mais aujourd'hui, on sait qu'on est dans l'univers économique et financier, on sait qu'on est très référent, très référencé. Et quand un partenaire ne souhaite pas rentrer, souhaite nous imposer une forme d'interventionnisme dans les contenus, souhaite nous imposer des intervenants, souhaite nous imposer des thématiques qui ne rentrent pas dans notre ligne éditoriale, on n'a pas de problème à dire non. Et ça, clairement, c'est là où c'est là la grande différence et notre grande indépendance, notre grande tranquillité, c'est que on fait ce qu'on veut. J'ai une forme de final cut s'il le faut sur oui ou non on fait ce partenariat-là ou pas. On a le droit de dire non, et au contraire, c'est comme ça qu'on renforce notre crédibilité.
Donc, du coup, Arnaud, merci de ces explications-là et de nous éclairer là-dessus. Donc, ça, c'était sur la dimension, sur la responsabilité de la liberté d'information, en fait, on va dire ça comme ça, hein, pour avoir une information qui soit juste et qui soit la bonne information, de la vérité. Ce serait quoi? J'ai une question qui me vient là tout de suite, donc je vais vous la poser. Elle n'était pas dans les questions, donc je vous le dis. C'est quoi l'enjeu pour vous des médias dans les 5 prochaines années? On va se projeter dans les 5 prochaines années. C'est quoi les enjeux pour les médias comme vous dans les 5 prochaines années? Alors, si on regarde l'ensemble, pour moi, un média, c'est aussi, il y a un enjeu économique, donc d'entreprise, de chef d'entreprise, mais aussi un enjeu sociétal. Pour moi, vous avez un enjeu sociétal parce que vous libérez de l'information, et que cette information, elle a un jour, on disait tout à l'heure, une fausse information délivrée enfin là, vous avez des sociétés dans lesquelles vous communiquez sur les informations financières. On parlait tout à l'heure de Stellantis ou d'autres sociétés. Si voilà, il y a un impact. Si vous délivrez une mauvaise information, il va y avoir un impact donc il y a forcément une influence. Ça serait quoi, ouais, c'est quoi pour vous les enjeux des 5 prochaines années? Le premier point, c'est de conserver la place des médias référents comme BFM Business, BFM TV, de conserver une place référent auprès du public, de continuer à donner une information vérifiée, travaillée, là où il y a une multitude de niveaux d'information qui peuvent arriver. Et donc, on peut parfois se mélanger. On l'a vu quand même dernièrement entre le conflit ukrainien, entre ce qui se passe, c'est le conflit israélo-palestinien, les différentes manœuvres de récupération, complotistes ou autres, et tout ça. On voit bien quand même il y a un sujet, il y a un sujet de mélange des genres, et parfois, donc il faut garder pied, il faut être solide sur ses appuis et conserver ce point-là, et donc de garder ce positionnement et de garder notre place, de continuer à conserver cette place de référent. Et dans un deuxième temps, ce qu'on commence déjà depuis plusieurs mois, plusieurs années dans le groupe Altis, hein, et de nombreux médias essayent de le faire, c'est de réussir à parler au plus grand nombre, c'est-à-dire donc réussir à parler à cette nouvelle génération qui ne consomme pas la radio, qui ne consomme pas la télévision, et donc d'aller toucher cette population-là sur les réseaux sociaux et d'amener cette information vérifiée, cette information solide, vérifiée, là où sur les réseaux sociaux, on trouve de tout. On est nourri par tout un tas de contenus, plus ou moins solides. Et donc, nous, c'est de réussir à parler à cette population-là, de lui amener une information vérifiée. Et donc, ça, c'est vraiment le gros enjeu des médias, pas que BFM Business, évidemment, mais des médias statutaires, de réussir à parler à cette population-là pour amener de l'information. On n'est pas juste en concurrence là-dessus. C'est important de parler au 25-49. Et donc, si ou ça, oui, évidemment, c'est l'enjeu commercial. Vous en parliez aussi également, Muriel. Mais d'abord, il y a un enjeu de continuer à installer une information vérifiée, que ce soit celle de TF1, de France 2, de BFM TV ou BFM Business, de continuer à installer une information vérifiée sur les réseaux et de l'amener sur les réseaux sociaux et de toucher cette population-là pour amener de l'information. Et après, évidemment, il y a un impact commercial d'aller sur cette population-là, d'aller sur le digital pour aller chercher des nouveaux moyens de commercialisation. On voit bien que la consommation en télé, en radio stagne, voire baisse de manière globale. Pourquoi? C'est parce que la nouvelle génération consomme du digital et il faut qu'on réussisse à aller là-dessus pour aller se diversifier également dans la commercialisation. Le digital est un univers très, très complexe. Pourquoi? Parce qu'il est tenu et bien tenu par les GAFAM. Et quand on est des petits médias français, tout TF1, France 2, BFM TV, BFM Business qu'on soit, quand on arrive face aux GAFAM, évidemment, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc, mais pour autant, il faut parler à cette population-là, il faut pour autant avoir un modèle économique. Altis Média est très proactif là-dessus, investit énormément. C'est vraiment là-dessus qu'on met le plus gros de nos investissements pour BFM Business et pour les autres médias d'Altis Média. C'est là-dessus qu'on met nos plus gros investissements parce que c'est là qu'on doit progresser, c'est là qu'il y a un vrai potentiel d'audience, c'est là qu'il y a de gros enjeux également d'information et c'est là aussi qu'il y a une diversification commerciale à aller chercher. Donc, clairement, là, voilà,
et 5 ans, c'est vraiment là-dessus que ça se joue. Continuer à être crédible et installé sur les médias statutaires, radio, télévision, et amener cette crédibilité statutaire sur l'univers digital où la concurrence est féroce et absolument pas tenue. En radio et en télé, l'information elle est tenue, il y a des instituts de contrôle, il y a l'ARCOM, il y a le Conseil d'État, enfin il y a plein de choses aujourd'hui qui contrôlent ce qu'on fait, mais sur le digital, c'est un peu no man's land, c'est un peu le Far West, hein, comme on dit, et donc c'est là où on a tous médias confondus, on a des gros enjeux, et après il y a les gros enjeux commerciaux, comme je vous en ai parlé là-dessus, de parler à cette population-là qu'on arrive de moins en moins à capter, qui est de plus en plus volatile, qui est plus sur son téléphone que devant la télévision, et il faut qu'on soit en capacité de lui parler. Donc, si je comprends, il y a à la fois économique, mais c'est votre enjeu RSE aussi, en fait, entre guillemets, c'est votre enjeu d'impact social et sociétal, en fait. Comment est-ce qu'on peut, justement, sur les nouvelles générations, enfin, sur cette génération qui consomme différemment l'information, d'apporter cette crédibilité, cette information vérifiée, en fait, pour éviter la désinformation, en fait. Exactement. En effet, vous parliez des RSE, et c'est là où BFM Business aussi joue un rôle, c'est que avec la fondation Altis, avec BFM Business, évidemment, on essaye d'aller, on va parler à cette jeunesse, on est dans différentes fondations qu'on accompagne. On a une émission c'est même plus qu'une émission, on a tout un univers qui s'appelle la BFM Academy, où on est en lien avec des associations locales, de quartier, afin de mettre en avant des startups, mettre en avant des personnalités qui souhaitent, qui cherchent de la visibilité, qui cherchent des fonds, qui cherchent de la notoriété. Et BFM Business joue le rôle de mise en lumière de cet univers-là. Et là-dessus, via la Fondation Altis, BFM Business joue un rôle important dans son univers, dans son présent, c'est-à-dire le rôle économique, financier, de mettre en avant des startups ou des personnalités ou des jeunes patrons qui sont dans les quartiers ou même ailleurs, qui ont des choses à raconter, qui tentent de lancer des choses. Et là-dessus, on joue un vrai rôle. Et c'est ça qui est important, c'est d'amener BFM Business. On doit aller vers eux. C'est pour ça qu'on lance ces univers-là de BFM Academy. C'est pour ça aussi que tous les mois, on a lancé le Tour de France BFM Business, où on va en région. On était à Toulouse et à Marseille il n'y a pas très longtemps. On est à Saint-Ouen dans quelques semaines. On va aller ensuite à Bordeaux ou à Montpellier dans quelques mois, pour aussi aller porter la parole BFM Business. Ça se transforme, ça se met en place de manière très simple. On déplace des émissions, donc les émissions de BFM Business se déplacent en région. Après, on en fait des conférences où on rencontre le cercle économique local, petit ou grand, et on fait également du networking. On met en lien différents univers, des fonds d'investissement qui rencontrent des startups, qui rencontrent également des entreprises ETI plus installées. Et c'est BFM Business qui joue ce rôle, on va dire, d'intermédiaire, de lien entre ces univers-là. Et clairement, on voit bien le rôle qu'on a là-dessus. Je vous parlais tout à l'heure des partenariats. Quand on monte des partenariats, on voit bien qu'on a un rôle aussi important à jouer là-dessus, on est attendu aussi sur ce point-là, sur ce rôle de lien, sur ce rôle de retrouvailles. À chaque fois qu'on monte des events, sur l'univers patrimoine, sur l'univers de la tech. Quand on monte des events toute une journée avec nos émissions, plus des conférences, plus des rencontres, plus des dîners, on voit bien que c'est très attendu. Pourquoi ? Parce que en fait, il y a une forme on se retrouve autour d'une marque qui est BFM Business, et on est content de se retrouver, et en plus derrière de potentiellement échanger, faire du networking, et pourquoi pas aller plus loin. Merci. Donc, c'était pour cette dimension RSE. Alors maintenant, si vous voulez bien, Arnaud, je vous propose qu'on a parlé médias. Donc, on a parlé médias, et particulièrement votre média économique, avec la différence, et on le voyait tout à l'heure, ce serait peut-être intéressant de faire une parenthèse entre, vous me parliez tout à l'heure des hard médias, en fait, du temps court et du temps long, en fait, hein, voilà, et vous me disiez, on s'inscrit dans le temps long. Vous pouvez nous expliquer, en fait, ça, parce que la question que je vous posais tout à l'heure en préambule, en fait, avant qu'on démarre, c'était qu'est-ce qui a changé dans l'information avant, quand vous étiez journaliste, et alors ça, c'est pas les 5 ans à venir, mais les 10 ans passés, et vous me parliez de cette
du fait que voilà, vous n'aviez pas la notion de temps suivant les médias. Vous pouvez nous en dire quelque chose là-dessus? Oui, exactement. Il y a 2 points. Il y a le sujet BFM Business, c'est le sujet après l'évolution du traitement des médias. Évidemment, voilà, on voit bien que l'évolution de l'actualité, on veut tout très vite, tout le temps. Je vais faire un peu mon vieux con en racontant ça, mais évidemment, avant, il n'y avait que le 20h de TF1 ou de France 2, et donc l'information, on l'avait à 20h, et dans la journée, c'était grâce un petit peu à la radio, et les grandes ondes, et sinon, c'était l'information de 20h, où là, on récupérait l'information du jour. Au fur et à mesure est arrivée l'actualité un peu plus rapide, notamment la première chaîne d'infos qui est arrivée, BFM TV, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux. Donc clairement, on voit bien une évolution, une attente. Aujourd'hui, tout va très vite, une information en chasse une autre. Et donc c'est là où c'est très excitant et très dangereux, c'est qu'une information en chasse une autre. Et donc, est-ce qu'on a bien traité l'information précédente? Est-ce qu'on est capable d'enchaîner sur l'information suivante, et ainsi de suite. Et donc d'amener une information vérifiée, de ne pas se faire embarquer par une fausse information, de ne pas se faire embarquer sur une information incomplète, et ainsi de suite. Et donc potentiellement d'aller traiter quelque chose d'incomplet, d'imprécis, voire de faux. Donc c'est tous les sujets qu'on voit aujourd'hui sur les chaînes d'infos, sur ce fameux Hard News. C'est tout le travail notamment de la première chaîne d'infos qui est une BFM TV, qui est suivie quasiment entre 12 et 15 millions de Français regardent du BFM TV toute la journée. Donc ça, c'est énorme. Donc ça, clairement, ça engage et ça impose une rigueur journalistique, tout en s'imposant une vitesse, une réactivité permanente. Pourquoi? Parce que la concurrence est énorme, d'une part sur les chaînes d'infos et aussi sur les réseaux sociaux. On en parlait rapidement. Et aujourd'hui, en fait, l'impact des réseaux sociaux font que on a envie d'aller aussi vite qu'eux, on a envie de rattraper cette information-là. Donc, il faut faire attention, il faut maîtriser ce point-là. Ça, c'est sur la partie, on va dire, hard news. BFM Business est dans ce mécanisme-là avec un point quand même très, très intéressant et très différenciant. C'est que nous, oui, on est une chaîne d'info, une chaîne d'information économique et financière, mais nous, on a le droit au temps long. Quand je dis qu'on a le droit au temps long, c'est qu'on se l'impose aussi parfois. On doit être proche de l'actu, on doit donner une information. Ce matin, à 6h est tombé les résultats de Renault et de Stellantis. À 6h05 sur l'antenne, on donnait les résultats de Renault et de Stellantis. Mais, et là où, quand je dis on a le droit au temps long, c'est qu'on a apporté une analyse travaillée, réfléchie, un jugement, un traitement de cette information-là à partir de 8h30. Donc, parce qu'on a laissé 2h30 aux journalistes, aux experts, à nos économistes, le temps de travailler ces résultats-là, de rentrer dedans, dans les PNL et dans les résultats qu'on a reçus, et d'y apporter un vrai jugement. Et c'est ça où la chance et la force de BFM Business, c'est d'avoir le droit à ce temps long, et on se l'impose aussi également. Pourquoi? C'est parce que c'est là-dessus qu'on est jugé. On est jugé également sur la crédibilité de notre expertise sur des sujets qui sont ultra statutaires. Quand on donne des résultats, quand on analyse des résultats d'entreprises qui sont cotées en bourse, et quand on est le média numéro 1 de l'univers économique et financier, on ne peut pas se permettre d'être dans l'à peu près, on ne peut pas se permettre de se tromper parce que c'est trop dangereux. Ça peut avoir un impact sur les résultats financiers, sur le cours de bourse d'une entreprise, ça peut avoir un impact sur la notoriété d'une entreprise, et c'est un impact après surtout sur notre crédibilité à nous, BFM Business. Donc voilà, donc nous on s'impose aussi sur certains sujets le temps long. Là, je vous ai dit 2h30, c'est quasiment un temps court, mais 2h30, ça peut être 2 jours, ça peut être même une semaine pour analyser vraiment un sujet, voire 15 jours, si on considère qu'on a besoin de ce temps-là pour le faire. Et nous, on a le droit à ce temps-là. On a le droit à ce temps-là parce qu'on est sur un univers très spécifique, parce qu'on n'est pas dans la course-poursuite à l'information. Et c'est ce qui nous différencie quand même fortement de notre grande sœur qui est un BFM TV où la concurrence est forte et l'actualité en chasse une autre. Nous, on a le droit à ce temps long, et c'est une chance aujourd'hui. Vous dites vous avez le droit, mais vous dites aussi on se l'impose.
on s'impose, ce qui est important. Ça veut dire que c'est une règle de vie chez vous. Enfin, c'est un principe qui est établi pour justement garder cette crédibilité, en fait. Si on n'est pas prêt, si on n'est pas sûr, on n'y va pas. Ok. Donc, alors, maintenant, si on parlait interne, parce qu'on va parler du dirigeant là d'entreprise, comment est-ce qu'on arrive à manager des stars comme des journalistes? Comment est-ce qu'on arrive à manager une entreprise où il y a justement des experts, vous disiez c'est les meilleurs, est-ce qu'il y a un leadership qui est coloré? Est-ce que c'est pyramidal chez vous, hein, et c'est Arnaud qui dit ce qu'il faut faire, ou est-ce que c'est une pyramide inversée? C'est quoi votre modèle de leadership ou votre modèle de management en fait? Moi, j'aime bien le management du bonbon. J'aime bien les bonbons, donc j'aime bien les managements avec le bonbon. Donc j'achète souvent des bonbons ou les pains au chocolat. Et faire le petit déjeuner amener le petit déjeuner du vendredi matin, c'est pas mal aussi pour créer pour le management, non pas pour avoir une bonne image, pas du tout, c'est juste pour faciliter la communication aussi, ça passe par là. Moi, j'aime bien j'ai une communication assez facile. Mon bureau, je dis souvent, la porte de mon bureau est ouverte, et c'est vrai, la porte de mon bureau est toujours ouverte, sauf quand je suis en réunion, mais sinon la porte de mon bureau est toujours ouverte. J'ai certes une assistante, mais en fait, on peut toquer à ma porte et on vient me voir et on discute. Et c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça toujours que j'ai fonctionné, c'est comme ça que j'ai été formé aussi également quand j'étais plus jeune. Mon manager qui m'a fait grandir au tout début, il était comme ça, il se baladait dans les couloirs, il échangeait avec tout le monde, il parlait de ses vacances, il posait des questions sur les vacances de ses salariés, tout ça, et c'est parce que ça l'intéressait. Je suis un peu dans cette optique-là. Et après, comment est-ce qu'on manage des stars? Franchement, déjà, il faut leur laisser leur liberté de vie, leur liberté de ton. Donc déjà, en fait, ça passe déjà par là. Et après, c'est d'être disponible quand elles le souhaitent. En fait, je pense que c'est non pas c'est pas elle qui donne le tempo et tout ça. Faut qu'il y ait un échange régulier, sans être imposé, et un échange très facile. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas sur le BFM Business, avec les personnalités de BFM Business, et même avec les autres, en fait, c'est que l'échange, il est très naturel, très facile. On se dit des choses. Je suis le directeur général, je pense que tout le monde le sait à peu près. Je pense que tout le monde sait à peu près qui je suis chez BFM Business. Il y a une direction de la rédaction, il y a des rédacteurs en chef, et ce système hiérarchique, on va dire, pyramidal assez classique, fonctionne très bien, mais je suis accessible par tout le monde. Et donc, je pense que cette communication ouverte, cette communication libre, cette facilité d'accès permet de faire avancer les choses. Aujourd'hui, j'ai une relation directe avec Nicolas Dose, qui est, on va dire, une des stars numéro 1 de BFM Business. Il échange directement avec moi par message interposé quand il a des remarques à faire sur son émission, quand il a des remarques à faire sur BFM Business de manière globale, il m'écrit directement. Même chose pour Edwige Chevrillon, pour Christophe Jacobizine. Enfin voilà, là-dessus, c'est très libre. Et aujourd'hui, je pense que ça fait partie de ces nouveaux modes de management où aujourd'hui, il y a un respect de la hiérarchie, évidemment, mais il y a surtout une facilité d'accès, et ça permet de modifier les choses, si on doit modifier, en tout cas de se dire les choses et de modifier les choses très vite, très facilement. Et je pense que c'est ça, en fait, on doit faire preuve aussi d'agilité pour modifier une antenne, modifier une émission, ajuster quelque chose. Aujourd'hui, il faut aller très vite, il faut être agile, et c'est par cette communication directe qu'on y arrive. Après, il faut autre point, j'essaye de m'imposer, c'est de montrer aussi l'exemple. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, c'est des choses assez basiques. C'est d'être au bureau, d'être disponible, de m'intéresser à ce qu'ils font, de regarder l'antenne, de regarder ce qu'ils font, de les écouter. Je pense que c'est d'avoir un comportement éthique, on va dire, inattaquable, de porter la marque BFM Business sur mes épaules, même si elles ne sont pas très larges, mes épaules, mais en tout cas de porter la marque BFM Business ce qu'on peut. Enfin voilà, ça passe par des choses assez simples. Hein. Pardon, je suis assez basique dans mes propos, mais voilà, en tout cas aujourd'hui sur BFM Business, la communication interne, voilà comment je l'imagine.
Si je parle, moi, c'est une question qui venait, nouvelle génération, parce qu'on parle beaucoup, et dans les entreprises, c'est comment est-ce qu'on attire et on fait la rétention des jeunes talents, en fait, aujourd'hui. J'aime pas trop faire me dire entre l'ancienne génération, en fait, cette dichotomie-là, mais quand même, est-ce que les jeunes journalistes qui viennent, comment vous les attirez, comment vous les gardez? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre le journaliste d'hier et celui de la nouvelle génération? Est-ce qu'il y a une vision différente du monde? Est-ce qu'il y a des valeurs différentes? Est-ce que, ou pas? Dans ces domaines-là, est-ce que leur regard est différent aujourd'hui? Et comment vous adaptez justement comment vous les attirez aujourd'hui? Et vous les gardez? Aujourd'hui, pour les attirer, on bénéficie vraiment de la marque BFM Business. Et ceux qui candidatent, ceux qui nous écrivent, c'est vraiment un souhait très précis de venir travailler pour BFM Business dans l'univers économique, dans un média économique. Et donc là, on ne reçoit pas 15 CV par jour, mais quand on en reçoit, c'est des gens vraiment qui ont identifié BFM Business, qui ont vraiment une appétence très forte pour la marque. Donc, ça facilite grandement les premiers entretiens, les premiers liens avec la marque. Et donc ça, et aujourd'hui, on ne souffre pas sur la partie recrutement parce que c'est un univers qui aujourd'hui, univers économique et financier, trouve en fait une appétence auprès de cette génération, auprès de la nouvelle génération, trouve une appétence parce qu'il y a le sentiment d'aller sur des sujets qui ont de la valeur. Vous parliez de sujets RSE tout à l'heure, des sujets à impact, aussi également de pouvoir raconter cet univers-là, la transformation des entreprises aujourd'hui, voilà, les entreprises se transforment, qu'on le veuille ou non, se transforment pour impact RSE, shifter les entreprises pour s'adapter à la planète de demain. Et aujourd'hui, il y a des journalistes qui souhaitent participer à raconter ces transformations-là. Et donc, voilà, on ne souffre pas sur ce point-là et on bénéficie aussi du fait que les gens qui nous contactent, ils sont passionnés par la matière. Là où vous disiez, est-ce que le métier a évolué? Oui, clairement, et encore heureux. Hein, les gens ont évolué là-dessus. Ils arrivent avec la volonté de vouloir changer le monde. Et pour le coup, souvent, on chambre un petit peu en disant la nouvelle génération, elle veut changer le monde. Oui, un petit peu, c'est un petit peu vrai. Et surtout, ils veulent aller très vite. Comme tout va très vite, comme ils grandissent plus vite que nous. Moi, je grandissais, on vivait chez nos parents, ainsi de suite, et puis on fait nos études. Là, tout va très vite chez eux. Et on le voit bien. Ils veulent aller très vite quand ils arrivent. Ils veulent tout de suite faire ci, faire ça, partir sur le terrain, présenter une émission, tenir une caméra, tenir un micro, mettre une veste et faire plein de choses. Et c'est super parce que ça secoue beaucoup l'organisation et c'est très bien parce que l'énergie vient d'en bas et ça c'est très bien. C'est des gens qui ont du caractère, je dis pas qu'il y a moins de respect qu'avant de la hiérarchie, je dis juste qu'il y a une facilité de communication qui est beaucoup plus libre. Il y a une liberté qui est beaucoup plus forte, et c'est le cas chez BFM Business, mais dans toutes les entreprises au monde sûrement, et dans l'univers média évidemment. Et voilà, il y a une liberté de communication beaucoup plus forte, il y a des convictions beaucoup plus acérées qu'avant. Voilà, ça c'est une évolution de la société de manière globale, il faut l'accepter. Nous, on l'intègre plutôt bien sur BFM Business parce qu'en fait, ça vient secouer vraiment la génération au-dessus où il y a la concurrence qui arrive, il y a une concurrence qui va plus vite, qui arrive plus tôt, qui travaille plus vite, qui monte plus vite sur les outils de montage, qui sait gérer les réseaux sociaux, qui sait aussi bien tenir une caméra que poser une question devant la caméra, que faire un journal, que faire un papier ou faire un reportage. Aujourd'hui, ils sont très agiles, très modulables. Là où les générations précédentes étaient un peu monotâches. Et donc, clairement, nous, dans les autres médias aussi, c'est également, on voit bien que ça vient d'en bas, c'est secoué par en bas. On essaie, nous, d'en haut, de secouer aussi, mais en fait, on voit bien qu'en bas, ils sont très proactifs. Et donc, évidemment, il faut vivre avec et surtout savoir les manager, les canaliser, répondre à leurs attentes tout en les maîtrisant. Et sur BFM Business, on bénéficie, par exemple, grâce au travail du secrétariat de la rédaction, on a déjà
en cours de formation et déjà à l'antenne et déjà poussée, la génération de demain de BFM Business. Et ça, c'est super. Une génération de 20-25 ans, journalistes vraiment talentueux, brillants talentueux, très énergiques, en back-office, en front-office, à l'antenne et derrière. Enfin, voilà. Et clairement, il y a déjà le BFM Business de demain qui est en train de se préparer. D'accord. Bon, donc ça secoue des deux côtés chez vous, en fait, si j'ai bien compris. Ça secoue des deux côtés, ça secoue, par en dessous, il y a une énergie très positive. Nous, on essaye aussi d'amener une énergie positive, mais on va dire qu'on est on est les chefs, donc il y a un côté top-down. En dessous, c'est ah, mais non, il monte vite, il fait ci, il fait ça pulse, ça va vite. Les réseaux sociaux, il sait gérer TikTok, il sait gérer Instagram, que la génération intermédiaire quarantenaire, et voilà, elle doit suivre le rythme. Très bien. Ça génère quoi? Ça génère, est-ce que ça génère des tensions ou au contraire, comment vous réglez ça en fait? Non, franchement, pour le coup, ça génère pas de tension parce que c'est aussi la suite logique en fait. BFM Business doit s'adapter à ces nouveaux formats. Donc, et la nouvelle génération nous amène cette capacité à pouvoir gérer ces nouveaux formats et à gérer cette agilité, à gérer cette capacité de réactivité. Donc non, au contraire, évidemment, c'est ceux qui sentaient ceux qui étaient dans une forme de confort, ils sont plus dans une forme de confort. Ça fait grandir tout le monde en fait. C'est ça que vous êtes en train de dire. Exactement. Dernier sujet, puis c'est une question qu'on vient de nous poser, que Hubert nous pose. Merci Hubert. Et si vous en avez d'autres, posez-les, on essaiera de les traiter aussi. Sujet de l'IA. Comment gérez-vous l'IA, c'est vraiment un sujet d'actualité aussi, qui peut envoyer des informations à tort et à travers, pouvant même tromper les experts. Globalement, effectivement, c'est quoi l'impact que va avoir l'IA sur votre métier, Arnaud? Alors, nous, l'IA, déjà, nous, en tant que médias, on en parle, on le traite en B2B, en B2C, c'est-à-dire en B2C, on le traite à l'antenne pour mettre en avant toutes les nouveautés qui existent autour de l'IA, autour de la tech, autour de la santé, autour du sport. Il y a beaucoup de choses autour de l'IA qui sortent. Et donc ça, on fait notre rôle de journaliste de mettre en avant ces nouveaux outils, ces nouveaux logiciels. Et voilà, on le traite journalistiquement. Et en B2B, on raconte comment les entreprises intègrent de l'IA dans leur modèle, comment est-ce qu'elles se développent là-dessus. Donc là, on est sur un travail journalistique fort et on est attendu là-dessus parce que c'est compliqué d'avoir de l'information vérifiée, d'avoir de l'information solide sur l'IA. On parlait d'expertise tout à l'heure. Clairement, aujourd'hui, on a par exemple 3 à 4 journalistes ultra référents dans l'univers de l'IA en B2C et B2B. Et donc, pour parler à cette communauté-là qui s'intéresse à l'IA en B2C ou B2B, on lance notre verticale BFM IA courant mars, qui a vraiment pour objectif de nous référencer, de montrer au marché que nous sommes ultra référents sur l'IA et que chez nous, vous allez pouvoir avoir de l'information vérifiée, des tutos, de l'accompagnement, même des formations autour de l'IA. On va lancer aussi ce genre de choses parce qu'on voit bien qu'il y a une attente, il y a une inquiétude et une attente. Il y a une excitation, une inquiétude, une attente. Tous ces sentiments-là se mélangent autour de l'IA et notre rôle, comme c'est aujourd'hui, c'est un peu toute proportion gardée, c'est un peu comme les GAFAM sur le digital, c'est un peu le Far West. Là, ça se met en place, on va dire doucement. On doit jouer notre rôle de média référent sur l'IA pour apporter une information solide et vérifiée. Et donc, après, ça, c'est sur la partie vraiment antenne. Et même nous, après, en tant que média, mais en tant que groupe média, là, je parle au nom d'Altis Média, on doit réfléchir à comment est-ce qu'on doit intégrer de l'IA dans notre quotidien. Donc, nous, là, il y a pas mal d'ateliers qui ont été lancés côté Altis Média. Déjà, on est un groupe tech très fort. On a SFR, sur la partie tech, on est très référent, très puissant, on a beaucoup de compétences et d'expertise, donc pas mal d'ateliers ont été lancés pour voir comment est-ce que sur l'univers média, comment est-ce que ça pouvait être intégré. Avant de se dire que demain, l'IA va remplacer tous les journalistes de BFM Business, il y a encore de la marge, c'est déjà au moins comment est-ce que ça peut venir faciliter le travail des journalistes. Comment est-ce que ça peut venir compléter, prendre la place de tâches chronophages de techniciens ou de journalistes. Voilà, avant de se dire que demain, ça viendra faire des papiers, des journaux à l'antenne et tout ça, c'est plutôt comment est-ce que ça vient aider, au même titre que
il y a 30 ans, Internet est arrivé, au même titre que les réseaux sociaux sont arrivés, au même titre. Ben voilà, il faut prendre l'IA comme évidemment une évolution très importante et il ne faut pas la rejeter, il faut l'intégrer. Mais comment est-ce qu'on l'intègre dans le quotidien et quelles sont les meilleures solutions pour venir travailler, accompagner les journalistes, les techniciens, les commerciaux aussi également dans leur travail. Donc, nous, en tout cas, on prévoit de l'intégration IA dans notre quotidien de travail dans les mois à venir. On réfléchit à quelle est la meilleure option, mais on teste 2-3 choses vraiment très simples sur des tâches très chronophages qui n'ont pas d'impact sur l'édito, ce genre de choses. C'est vraiment sur des tâches très techniques, chronophages. Et après, nous, en tant que média, on va traiter l'IA en tant qu'expert, média et expert de l'IA. Vous le disiez, pour rester sur ce sujet-là, c'est à la fois excitant et anxiogène. En quoi c'est anxiogène et plus que ça n'a été pour Internet, par exemple, ou pour les réseaux sociaux? Ou est-ce que ça l'est autant? Non, pour moi, ça l'est autant. J'étais un peu trop jeune quand Internet vraiment s'est développé et tout ça, mais pour moi, ça l'est autant. C'est anxiogène parce qu'en fait, on a envie d'y être. On n'a pas envie de passer à côté. On a peur de se dire, mais le voisin, il fait déjà ça, il fait déjà ci, il est déjà très en avance sur ça et nous, on est en retard, on ne va pas y arriver, on va passer à côté. Enfin, voilà, il y a vraiment ce côté anxiogène là-dessus. Le côté anxiogène sur et mon métier, technicien, journaliste, dirigeant, autre, c'est qu'est-ce qui va m'arriver donc et anxiogène sur mais est-ce que c'est pas trop dangereux? Est-ce que quand on entend certains dirigeants, Sam Altman ou Yann Lequin qui gère l'IA chez Meta et tout ça, ils alertent aussi sur un moment, est-ce qu'on va vraiment réussir à maîtriser cette IA jusqu'au bout? Est-ce qu'à un moment, cette IA ne sera pas plus puissante que nous, va pas aller au-delà de notre intelligence et notre capacité à la maîtriser? Quand eux te disent ça, s'expriment là-dessus, on dit bon, bah, Léon, on n'est quand même pas, hein, on est quand même pas toujours ultra serein. Donc voilà, tout ça, c'est anxiogène. Après, la réalité, c'est que l'IA est déjà intégrée dans beaucoup d'éléments. C'est juste que là, on en parle beaucoup parce que il y a ChatGPT est arrivé, en fait. Parce que c'est la générative, en fait. Il y a plusieurs formes d'IA. 6-8 mois, ce qui a provoqué vraiment cette excitation, cette explosion autour de l'IA, c'est quand ChatGPT est arrivé et qu'on a eu un moteur de recherche et on lui posait une question, il nous répondait dans la seconde. Et ça a provoqué en fait un focus, une lumière très forte sur l'IA, mais en fait l'IA était déjà intégrée dans beaucoup de modules, dans un module aussi bien pour réserver votre hôtel, c'était l'IA qui avait identifié vos habitudes de consommation, c'était dans d'autres, enfin, voilà, il y a plein de domaines, l'IA était déjà intégré. Donc voilà, je pense qu'il faut savoir raison garder sur l'IA. C'est un game changer, évidemment. Je pense que là-dessus, il faut pas se mentir. Je pense que l'IA est un game changer sur notre quotidien et notre rôle, nous, BFM, au même titre que l'Internet, hein, pour le coup, je pense qu'on est vraiment sur un changement de modèle avec l'IA. Ça va très vite, oui, c'est vrai. Après, il faut savoir aussi raison garder. Et c'est là où, clairement, on voit bien qu'on a un vrai rôle à jouer, nous, médias experts là-dessus. On a un vrai rôle à jouer pour donner tous les codes, donner tous les éléments de formation, amener les tutos et mettre en avant les entreprises solides à suivre, voilà, qui peuvent vraiment accompagner les autres entreprises en B2B pour l'intégration de l'IA ou alors les modèles intéressants à suivre ou les produits intéressants à suivre. Je pense que c'est là où clairement on doit jouer notre rôle de maîtrise de l'information, analyse de tous ces éléments-là. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans les semaines et les mois à venir, ce qu'on essaie de faire et ce qu'on va renforcer dans les semaines et les mois à venir. Donc oui, vous avez un double rôle et un double enjeu là-dessus. Il y a un enjeu extérieur, en fait, à ce que cette information-là, à ce qu'on puisse comprendre et puis justement avoir une bonne information sur est-ce que c'est anxiogène finalement, est-ce que c'est une opportunité, une menace, en quoi c'est, quelles sont les limites, ce qu'on ne sait pas. Et puis en interne aussi, parce que comme vous le dites, ça touche aussi, comme ça touche tout le monde et au même titre vous. Ce qui était peut-être
différent quand on parle avant alors pas Internet, mais quand on parlait de technologie, en fait, ça touchait les chevilles ouvrières dans les industries. Là, ça chahute les métiers intellectuels entre guillemets. Je crois que c'est aussi ça, cette nouveauté-là. Ouais, tout à fait. Mais ça ne doit pas impacter l'innovation. Je pense que ça ne doit pas ralentir, ça doit pas ça doit nous faire peur. Non, ça doit on doit être en maîtrise, on doit être en contrôle, on doit être serein sur ce sujet-là, on doit être en contrôle, en maîtrise, évidemment, on doit être patient, analyser, mais ça ne doit pas ralentir l'innovation. Et c'est vraiment notre point, nous, chez Altis Media et dans le groupe Altis, c'est l'innovation, on doit toujours avancer, on doit pouvoir utiliser l'IA, intégrer de l'IA, et ça ne doit pas nous fragiliser, ça ne doit pas nous stresser, on doit pouvoir, ça ne doit pas arrêter l'innovation. Je pense que ça, c'est vraiment très important. On doit raconter cette innovation, nous, à l'antenne, et nous, en interne. En tout cas, c'est le discours qu'on porte, c'est que l'innovation doit toujours être là. Avec de l'IA, sûrement, probablement, mais voilà, à nous de réfléchir aujourd'hui intelligemment. Les choses vont se mettre en place. Le marché s'excite là depuis 6 mois très fortement sur l'IA. Et à un moment, et comme sur chaque marché, quand ça va exploser, il y a 2 ans, c'est la crypto, c'est le Bitcoin. Hein, et si vous n'étiez pas dans la crypto et le Bitcoin, vous aviez raté votre vie. Après, il y a eu une explosion de la bulle. Et aujourd'hui, on voit bien que le marché s'est stabilisé autour de la crypto et que maintenant, il commence à être sur un marché assez plus mature, assez classique, un peu plus serein, assez classique. Je ne dis pas que l'IA sera la même chose, mais un peu quand même. Après, voilà, là on est dans une bulle exceptionnelle, et quand cette bulle-là se sera un petit peu dégonflée, dans le sens où tout le monde aura compris un peu comment ça marchait, je pense que l'IA reviendra dans un cadre un peu classique, comme la bulle Internet il y a 25 ans. Très bien. Super, merci Arnaud pour cette vision-là, de nous donner, à la fois de nous rassurer et nous expliquer qu'effectivement, c'est parce que simplement aujourd'hui, on n'a pas tous les tenants, les aboutissants comme ça l'était pour beaucoup de choses, mais que les sujets, une fois qu'on les appréhende mieux, et vos experts sont là pour ça, on arrive à avoir une meilleure vision, moins anxiogène en tout cas, enfin on l'espère, des éléments qui vont se mettre en œuvre. Oui. Donc, regardez BFM Business. C'est ça la conclusion. Pour justement rester plus serein, regardez BFM Business. Exactement. Merci Arnaud, merci à vous toutes et tous pour votre participation. Vous pourrez accéder au replay pour ceux qui n'étaient pas là pour l'instant. Mais merci, c'était passionnant comme sujet. On a vraiment parlé à la fois d'éthique, à la fois de votre organisation du leadership en interne, de comment est-ce qu'on manage des experts, comment est-ce qu'on peut garder la vérité et l'impact que vous pouvez avoir et l'influence que vous pouvez avoir sur l'information, et comment on peut la garder transparente et à la fois éthique et vraie, en fait, hein, puisque c'est ça, je pense que le mot que je retiendrai, c'est vrai, c'est comment est-ce qu'on a une information qui est crédible, ces fameux temps longs, qui peut parler aux entreprises, parce qu'on a cette accélération qui en est tout le monde. Arnaud, c'est pas que l'information, mais elle participe. Et dans les entreprises, on a souvent ce paradoxe entre le temps court et le temps long, en fait. Et c'est souvent les directions doivent lutter contre ça avec des injonctions paradoxales, comme vous venez de le dire. Comment est-ce qu'on peut être juste et à la fois excellent et à la fois délivrer quelque chose de très rapide. Donc, ça fait partie des enjeux aussi globaux. Et merci de nous avoir fait partager ça et justement sur l'IA et les venir, et nous rassurer sur le fait que voilà, ce sera peut-être un phénomène, mais quand il sera plus connu, plus maîtrisé, on devrait pouvoir effectivement savoir comment être en maturité et l'intégrer dans nos innovations. Donc, ne pas le rejeter, ou plutôt l'intégrer. Donc, merci beaucoup pour cette matinale. Merci à toutes et à tous. Et puis, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour notre prochaine matinale. Je vous souhaite une très, très belle journée à tous et à toutes. Et puis, profitez bien, prenez soin de vous. À tout bientôt. Merci Arnaud, merci.